Bien, eh bien écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette conviviale du CIRET, très inspirée par les conviviales de démocratie et spiritualité dont nous avons le plaisir de recevoir Monica Sander en charge de la lettre. C'est votre action qui nous a donné l'envie et l'idée de proposer un dispositif de rencontre régulier, à distance bien sûr en ce moment, pour que les membres aient le plaisir, comme vous, de se retrouver, de partager, d'échanger à chaque fois sur une thématique particulière. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Philippe Nicolas, ses équipes, ses ambassadeurs. Il va nous les présenter pour un gros projet qui aura lieu dans quelques semaines, Cap au Nord. Et je n'en dis pas plus. Philippe, à toi la parole. Eh bien, merci, cher Florent. Bonjour à toutes, à tous. J'ai salué très rapidement mes deux ambassadrices qui représentent les 14, donc Ouna et Ouma, deux jolis prénoms pour deux jeunes filles qui s'exprimeront et qui très certainement répondront à vos questions dans quelques minutes. Ce temps de parole va être partagé entre une présentation assez rapide de ma part, d'une bonne dizaine de minutes. Je donnerai la parole à Catherine Villeray. Catherine Villeray, membre Cap au Nord, qui finalement est Fab Manager, elle se présentera, et qui a en charge dans ce projet toute la robotique. Voilà. Alors, ce projet Cap au Nord, nous aimons nous regrouper sous la bannière du Cap. Le Cap, c'est une direction, c'est une perspective, c'est un horizon. Et qui dit un cap, une direction, une perspective, eh bien, nous appelle effectivement à nous déplacer. Et le déplacement opère en chacun de nous des transformations. Et j'aime, voilà, et je sais que Philippe Filliot le partage aussi. En tant qu'enseignant, nous aimons, avec, non pas forcément nos apprenants, mais avec nos plus jeunes, eh bien, nous aimons favoriser des processus de transformation, des processus finalement où il y a quelque chose d'un devenir peut-être davantage soi-même, un devenir plus heureux, un devenir plus libre. Alors ce projet Cap au Nord, eh bien, c'est une magnifique investigation. Une investigation sur 8 territoires en France. Ce projet s'enracine sur une prise de conscience une après-midi. Alors, ça n'étonnera pas celles et ceux qui me connaissent quand nous étions en DEA avec René Barbier, où René avait eu l'audace de me dire: mais non, 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 moi je veux que tu travailles sur la question de la pêche au bord de l'eau, il se passe des choses, j'aimerais qu'on en sache un peu plus. Eh bien, j'étais précisément avec la petite fille de René Barbier, Lou, ma fille, au bord de l'eau. Ça remonte à 2 ans pile. Et le niveau de l'eau était tellement bas, on était ce qu'on appelle dans le jargon un niveau d'étiage, que l'un et l'autre, on était assez tristes, et on était fermement résolus à ne pas pêcher, en fait, parce qu'on voyait les poissons, l'eau était assez croupie, il y avait comme des vasques, l'eau n'était plus rieuse, et laissait augurer finalement des épisodes de sécheresse, voire de canicule. Et effectivement, on a eu, il y a 2 ans, puis l'année dernière aussi, des épisodes extrêmement chauds. Et on peut aussi constater que quand le soleil arrive, certes, on peut avoir un ciel extrêmement bleu, mais on a un soleil qui ne réchauffe pas, mais un soleil qui brûle. Donc, sur le bivouac, je me rappelle encore avoir griffonné quelques phrases et les avoir adressées par texto à Isabelle Peloux, Muriel Fifis, à des amis chercheurs, enseignants. Et le dimanche soir, je fus très surpris, eh bien, de recueillir finalement eh bien, des accords. C'est-à-dire: mais Philippe, ouais, tu as raison, cette prise de conscience, on peut peut-être faire quelque chose. Et puis peut-être qu'on peut poser la question à nos jeunes, peut-être qu'on peut interroger nos jeunes, nos élèves, nos enfants. On peut peut-être leur demander quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour demain, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour le monde. Et peut-être aussi que dans le même champ d'interrogation, nous pourrions aussi interroger la nature. Qu'est-ce que la nature nous demande? Qu'est-ce que le vivant, qu'est-ce que le monde sensible nous demande pour son avenir? Et voilà, très brièvement, de façon certes poétique, cette entrée finalement dans cette aventure. Alors, une recherche globale. On aime, sous l'égide de Cap au Nord, on aime parler d'éducation globale ou d'éducation intégrale.
il nous semble très très important que l'école retrouve la direction des champs, des rivières, des forêts, mais qu'elle retrouve aussi le champ de l'intériorité. Hein, cette intériorité, cette vie intérieure si chère à René Barbier. On voit aujourd'hui combien René Barbier pouvait être prophète finalement dans la proposition de ses enseignements. Et donc, Cap au Nord s'enracine vraiment sur retrouver ce lien d'énergie, d'intensité du vivant avec la nature, et aussi prendre en considération cette vie intérieure, ce génie parfois que l'on découvre chez nos jeunes enfants, nos jeunes élèves. Donc on est véritablement dans un agir ensemble, dans un faire ensemble, dans un apprendre ensemble. Et ce qui est très fort, c'est que ces méditations, ces contemplations au bord de l'eau ou dans un champ ou en forêt nous ont donné à voir pendant près de 2 ans eh bien, que le vivant n'est pas régi par la compétition, par l'élitisme ou par une sélection, mais bien régi dans une dynamique de coopération. Hein, si on a tous finalement une image de son jardin entre guillemets personnel ou du jardin du voisin ou de la voisine, et on est tout à fait à même de dire qu'un jardin n'est pas composé simplement de pâquerettes ou des mêmes coccinelles. Il y a tout un ensemble dynamique de relations subtiles entre le végétal, le minéral, le floral, et que peut-être nous, en tant que sujet pensant, on a besoin de se réinscrire, de se retrouver finalement dans ces écosystèmes. Et donc, en matière d'écosystèmes, on peut dire que Cap au Nord est véritablement eh bien, un écosystème. On essaye, hein, c'est pas toujours facile, hein, dans cette aventure de 8 territoires, donc vous imaginez qu'il y a des enseignants, des enseignantes, des directeurs d'école, des directrices, des chercheurs, hein, comment ne pas nommer les chercheurs, les jeunes chercheurs polaires de l'APEX, des entreprises partenaires, la communauté du FACLAB que représente Catherine ce soir, mais Younes aussi, eh bien, comment est-ce qu'on entre en relation avec toutes ces personnes, avec toutes ces expertises, ces compétences différentes? Eh bien, on se rend compte que pour mener à bien une aventure comme Cap au Nord, eh bien, on a besoin effectivement d'entrer dans la relation et on a besoin de découvrir que finalement, le sésame, la clé, c'est bien celle finalement de réapprendre à entrer en relation avec soi, d'entrer en relation avec le vivant, d'entrer en relation avec les autres, avec ce qu'ils ont d'autre en matière d'altérité bien différente de ce qu'on porte en nous-mêmes. Et quand on arrive finalement à composer, à vivre avec ces altérités, alors effectivement de tels projets eh bien, sont possibles. Et non seulement ils sont possibles, mais ils sont duplicables. Hein, ce n'est pas un projet unique, ce n'est pas un projet entre guillemets one shot, juste une fois. L'ambition aussi de Cap au Nord est bien finalement de donner à voir que nos enfants, nos jeunes, que vous allez entendre tout à l'heure, en la personne d'Ouma et d'Una, qui représentent les 14 ambassadeurs qui vont partir eh bien, en Islande dans 1 mois pile, hein, on va partir le 17, donc 1 mois et 3 jours, eh bien que ces jeunes véritablement ont un potentiel, bien souvent un génie. Catherine, sur la question du génie, dans quelques minutes, prendra la parole et vous donnera à voir eh bien, qu'on peut même avoir l'audace pédagogique de demander à nos ambassadeurs, hein, qui il y a 2 ans donc avaient 10 ans, aujourd'hui ils en ont 12, certains 14, eh bien, qu'ils sont tout à fait à même d'avoir les bonnes représentations pour concevoir eh bien, des outils, des modules d'exploration. Alors certes, ne soyons pas non plus, j'allais dire, comment dire, dans l'excès, mais leur représentation, leur vision est à prendre vraiment au sérieux. Alors la réalisation, la concrétisation de ces objets en robotique, eh bien, Catherine vous en parlera, mais nous sommes les témoins, hein, les adultes et les référents Cap au Nord, que nos enfants ont un sacré potentiel, que leur génie nous embarque et que nous avons raison effectivement de demander à nos enfants, à nos élèves, finalement, quelles sont les alternatives, quelles sont les recettes eh bien, pour vivre ensemble. L'axiome, finalement, de ce paradigme Cap au Nord, hein, c'est bien de donner son meilleur plus que d'être le meilleur. Hein, et ça, c'est vraiment extrêmement important de mettre en abîme
ce que l'école a encore, selon moi, mais selon aussi de nombreux enseignants sous Cap au Nord, de mettre en abîme le fait d'être le meilleur, d'être le plus fort. Ce n'est pas du tout l'ADN du projet. L'ADN du projet, c'est vraiment de mettre ensemble, de mutualiser. Et c'est d'être peut-être dans un rapport de pouvoir et d'autorité en lien avec la vie. Finalement, la personne ou les personnes les plus influentes en Cap au Nord sont celles et ceux qui sont les plus vivantes. Voilà, nous, ce qu'on aime, c'est finalement entrer dans un mouvement où on va être de plus en plus animé, on va être de plus en plus relié. Philippe Mérieux, vous en avez parlé tout à l'heure, je crois que c'est Marianne et Philippe. Philippe Mérieux qui est soutien magnifique, indéfectible du projet. Je ne vais pas résumer sa vision de l'éducation, mais j'aime beaucoup lorsqu'il dit inscrire son histoire personnelle dans la grande histoire du monde. Ça mérite d'être répété tellement je trouve, moi, que c'est puissant. Inscrire son histoire personnelle dans la grande histoire du monde. C'est comme si, finalement, il y avait à pressentir que la vie nous attend et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va y inscrire sa vie? Est-ce qu'on va finalement être poreux et touché par la contagion du vivant? Ou est-ce qu'on va être toujours en méfiance ou en réserve d'entrer finalement dans ce mouvement, dans cette célébration du vivant? Donc, je veux bien, Catherine, que tu déroules quelques slides. Alors concrètement, je vous l'ai dit, 8 territoires, 14 chercheurs impliqués, des week-ends nature d'intégration, une expédition dont les jeunes vont vous parler, des modules d'exploration en robotique qui ont finalement, selon la vision de nos ambassadeurs, nous sommes, nous, les référents adultes, des accompagnateurs et des facilitateurs. Nous ne sommes pas finalement, tu vas faire ça. À aucun moment, que ce soit Catherine Villeray, que ce soit Adrien, que ce soit Isabelle, Muriel ou moi-même ou bien d'autres, à aucun moment on ne donne des ordres à nos jeunes, entre guillemets, il faut que tu fasses ça. Non. Qu'est-ce que tu penses? Tu as envie de quoi? Il est où ton potentiel? Et on les a aidés à toucher ce potentiel. Et ce potentiel, eh bien, il va s'exprimer au cœur finalement de cette expédition, mais au cœur aussi de leur vie quotidienne. C'est-à-dire que là, Uma et Una nous diront toutes les deux finalement quels vont être leurs rôles, quelles vont être leurs missions scientifiques. Je veux bien que tu déploies un petit peu. Donc, tu veux qu'on va je vais où en fait? Oui, tu peux dérouler, ne t'inquiète pas. Tu peux. Tu m'arrêtes? Bien. Non, tu peux continuer encore un petit peu. Voilà. Alors, cette expédition, pourquoi une expédition? Et j'en terminerai là-dessus pour respecter un petit peu la répartition de la parole. Eh bien, dans le mot expédition, il y a, je pense, un axiome pédagogique extrêmement fort, c'est cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. C'est comme si finalement il y avait quelque chose de caché sur la planète ou dans le monde ou dans l'univers et qui attend des investigateurs, qui attend des investigatrices. Et le fait finalement de s'engager dans une expédition, c'est effectivement aller chercher des réponses sous l'angle et selon la méthode de la démarche expérimentale, mais aussi finalement aller chercher aussi des réponses à partir de cette vie intérieure qui est extrêmement importante pour Cap au Nord. C'est donc effectivement écouter véritablement ce que nos jeunes sur le terrain vont nous dire, vont demander pour le monde. Alors on sait celle qui a pu demander, et qui évidemment au niveau des médias où il y a une focale extraordinaire, c'est Greta Thunberg. Mais quand on va un tout petit peu en arrière, on se rend compte qu'avant Greta Thunberg, il y avait une jeune, je ne sais plus si c'était britannique ou américaine, assez extraordinaire aussi, qui avait parlé à l'ONU, et d'une force, d'une intensité. Et on peut dire, nous, qu'en Cap au Nord, nos 14 jeunes, eh bien, quand ils sont en confiance, sont capables de retentissements incroyables. Et j'espère qu'ils seront dans cette confiance, effectivement, pour nous confier un petit peu leur vision. Alors, avant de confier la parole à Catherine, cette expédition sur un camp autogéré, eh bien, de ce camp autogéré va partir en constellation 3 explorations dont nos jeunes ambassadeurs, ambassadrices vont être les acteurs principaux. Ces explorations,
elles vont être en autonomie complète. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment un référent adulte, mais le référent adulte ne sera là que pour garantir la sécurité des jeunes. Les jeunes ont suivi des formations en plein air, ont suivi des modules de cuisine, des modules de photographie pour être autonomes quasi à 100%. Et donc l'idée, c'est que de mener à bien une exploration en océanographie pendant 3 jours, une en biologie marine pendant 3 jours, une en anthropologie polaire et en glaciologie pendant 3 jours. Et on va tenter de collecter des données à la fois sensibles et des données scientifiques pour être à même, finalement, de comprendre viscéralement ce qui se joue sur la mutation du climat. Hein, et voilà, vous avez finalement en quelques mots, hein, en un quart d'heure, eh bien, un petit peu l'ADN, un peu un pêle-mêle, effectivement, de ramasser, hein, je dirais un ramassis ou un ramassé, un peu comme du sirop d'érable, c'est très dense. Et je pense que vous pouvez déjà avoir une représentation assez objective de ce projet de Cap au Nord. Alors Catherine, je veux bien que tu prennes la parole pour une dizaine de minutes avant qu'on puisse écouter nos 2 ambassadrices et que tu nous donnes à penser et à voir le pourquoi de ces modules d'exploration en robotique, le pourquoi de cette plateforme numérique et quelle est cette notion de service qui est aussi propre à Cap au Nord. Voilà, Catherine, si tu es avec nous, c'est Oui. à toi. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, bonsoir à tous. Donc, oui, j'ai rejoint un peu plus tardivement l'expédition, enfin l'équipe de Cap au Nord, pour participer à la facilitation et à l'initiation de ce qu'on a appelé ensuite les modules d'exploration robotique pour que ceux-ci émanent de l'imaginaire et du travail déjà réalisé par les ambassadeurs, puisqu'en fait, dans ce genre d'expédition adulte, les chercheurs comme Adrien de l'APEX, qui a accompagné aussi cette partie de la robotique, nous ont bien expliqué qu'en fait, oui, les chercheurs partent avec des modules d'exploration robotique. Et donc, puisqu'on est dans une démarche d'expédition scientifique, il nous paraissait important que les enfants puissent être outillés dans cette démarche d'exploration et de mesure et de relevé de données, mais pas seulement qu'on leur donne des outils qui sont déjà fermés et qui sont déjà faits, mais qu'on profite de l'occasion, puisque c'est le motto de l'association Les Grands Défis du XXIe siècle, qu'on les outille aussi dans la compréhension de justement toute cette partie robotique qui est de plus en plus dans le quotidien et professionnel et individuel de chacun, et qu'on arrête, qu'on sorte un petit peu de l'aspect magique de la robotique ou de l'informatique et qu'on rentre vraiment dans la compréhension que finalement on peut façonner son outil grâce justement aux nouvelles technologies qui sont vraiment beaucoup évoluées justement quant à l'accès pour l'éducation et pour les enfants dès la primaire, et pour leur permettre de comprendre qu'en fait on pouvait essayer d'imaginer, créer des modules d'exploration qu'ils allaient utiliser, mais dont ils auraient été à l'origine pour la forme et pour lesquels on va essayer de les initier au niveau du fonctionnement interne, de la programmation, etc. Donc, c'est une expérience, un prétexte aussi pour pouvoir les initier pédagogiquement à ces savoirs-là, pour leur permettre aussi d'être autonomes, parce qu'en fait, finalement, ils vont finir par être les plus aguerris pour pouvoir, si jamais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, pouvoir être capable de faire des petites réparations, de changer de capteur. On va leur donner des capteurs de rechange, donc ils pourront éventuellement faire un petit peu de vraiment travailler sur cette autonomie technologique. Mais on voulait aussi convoquer leur imaginaire. Et donc, en fait, on a commencé par ça. On a commencé par leur demander, voilà, s'il y avait un robot qui allait avec vous, qui serait votre robot mascotte, à quoi il ressemblerait? Et donc, en partant de ces représentations, on s'est dit que
on s'est dit que c'était intéressant d'aller plus loin et d'essayer d'accompagner ce pari fou et de rendre en plus ces robots capables de transmettre des données à une plateforme qui pourrait aussi devenir un outil d'initiation au traitement des données climatiques pour le coup, mais qu'on pourra à terme ouvrir à des traitements de données plus ouverts sur d'autres types de données et accessibles encore une fois dès la primaire, parce que c'est plutôt des programmes qui concernent le collège et le lycée. Et là, l'idée, c'était de faire un espèce de package et de les initier aussi à l'open source, puisque tout ça, c'est... voilà, ils sont là. L'open source, c'est aussi ce qu'on considère comme étant l'avenir de la collaboration scientifique numérique. Et donc, ça convoque aussi beaucoup de ces savoir-faire que l'équipe de Cap Nord va essayer d'infuser pendant toute l'expédition, qui est on partage, on travaille en collaboration, on travaille ensemble, chacun fait sa part, et l'ensemble crée quelque chose qui est plus grand que soi. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une certaine maîtrise des autres technologiques tout en scindant en petits bouts les savoirs, sans mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, on est parti des explorations qui vont avoir lieu. Et donc, en plus d'initier des ambassadeurs au numérique embarqué, on s'est dit qu'on allait aussi se baser sur ce qu'ils allaient faire sur le travail qu'ils ont fait en préparation d'expédition. Et donc, en fait, en réfléchissant au type d'exploration qu'ils vont faire, les missions qu'ils vont accomplir, finalement, faire une sorte de rétro-engineering des outils de mesure dont ils auront besoin. Et donc, du coup, c'est une alimentation de façon vertueuse, en fait. Ce qu'ils apprennent dans l'expédition alimente les modules robotiques et les modules robotiques alimentent leur apprentissage et leur expédition. Et encore une fois, l'imaginaire était quand même important parce que finalement, on ne voulait pas que le robot soit quelque chose de trop froid, trop adulte. Il fallait vraiment que ce robot, ça soit aussi leur mascotte. Et donc voilà, donc les dessins qu'on a eus sont assez incroyables, sachant que c'était les premières choses qu'on a eues, c'est qu'on n'avait pas fait du tout de formation, on leur a juste dit robot, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont répondu avec des robots, quoi, la forme de robot, mais ils ont pensé à énormément de choses, ils ont pensé à l'autonomie électrique, ils ont pensé au fait que oui, on peut avoir de l'alimentation solaire, mais que si on voulait les laisser en hiver, eh ben, le soleil, il n'y en a pas en hiver. Donc, du coup, il faudrait aussi relayer avec de l'éolien. On parle d'enfants qui ont 11 ans, 10 ans au moment où on fait le brainstorming. Donc, c'est en fonction du type de mission qu'ils avaient, ils ont plus ou moins adapté les besoins du robot à leur mission. Donc, certains avaient des besoins de carottes d'exploration de glace, d'autres avaient besoin de penser pouvoir... avoir besoin, bien même quand ils voulaient presque tous que le robot puisse parler groenlandais, parce qu'au départ, l'expédition devait avoir lieu au Groenland. Donc, ils ont vraiment pensé, ça nous a vraiment frappé avec Adrien, ils ont pensé à énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Et en fait, finalement, sans le savoir, ils se sont approchés de façon assez précise des robots qui sont vraiment utilisés dans les explorations en glaciologie, en océanographie, par les équipes auxquelles Adrien peut se joindre. Alors, Adrien Verlet, c'est un glaciologue qui est membre de l'APEX et qui donc nous a assistés sur la partie robotique, entre autres. Et ça a été une vraie source d'émerveillement de notre part de voir que grande surprise de voir que, vous voyez, les types de fiches qui nous ont données étaient quand même assez élaborés pour des enfants de cet âge-là. Et puis, il y a Tom aussi qui nous a proposé un objet incroyable qui est là. Et il nous a frappé celui-là parce que justement, c'était le seul qui ne ressemblait pas à un robot au sens standard du terme, mais c'est pourtant bien un robot qu'il avait imaginé. Il a imaginé un robot en forme de poisson, donc ça, c'est un module sous-marin. Et là, il a imaginé des grilles pour pouvoir capturer du plancton qui pourrait être analysé a posteriori. Et de là est partie l'explication après d'Adrien
qu'on avait aussi en sous-marin, on avait parfois des micros qui pouvaient aussi écouter le son des glaciers qui fondent et le son des animaux. Du coup, l'idée après est venue d'utiliser son prototype de robot à plancton pour faire un module sous-marin d'hydrophone. Donc, on a fait des brainstorming, on a un petit Discord avec les enfants et on a réfléchi tous ensemble. Et en fait, l'idée après, c'était de réfléchir à quelle va être l'enveloppe dans laquelle on va mettre tous ces robots, une sorte de valise ou une sorte de… Mieux que ce soit une vulgaire valise, on voulait que justement ça ressemble à quelque chose qui les représente et qui représente l'expédition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont tous, de façon quasiment spontanée, arrivés à l'idée que finalement, ce qui était important, c'était que nos modules de mesure ne modifient pas trop l'environnement dans lequel ils vont être posés. Et donc, ils ont tout de suite pensé au camouflage. Et donc, le plus important, ce n'était pas l'aspect esthétique, c'était le fait de ne pas perturber la faune dans laquelle on allait mettre les modules. Donc, on a aussi fait quelques ateliers en distanciel pour les initier un petit peu à la programmation, à la modélisation 3D, pour qu'ils puissent déjà commencer à avoir des notions de qu'est-ce que c'est qu'un capteur, qu'est-ce que c'est qu'un actuateur, comment tout ça fonctionne. Et puis, donc voilà, il y a Adrien qui nous a fait une conférence en nous expliquant justement que ce qui serait intéressant pour la mission, c'est d'avoir, par exemple, pour les glaciers, c'est d'avoir une caméra qui pourrait, par exemple, faire des timelapses, mesurer bon, là, c'était pareil au Groenland, c'est quelque chose qui se voit de façon assez rapide, puisque là, vous voyez le temps qui passe en très peu de minutes, on voit déjà le glacier bouger, donc on peut faire un timelapse même en étant un enfant de 12 ans et voir le glacier bouger. Malheureusement, en Islande, les glaciers, ils ont presque déjà tous fondu, donc ça va être un petit peu difficile de voir ce genre de choses. Ça n'avance pas aussi vite, d'après ce que dit Adrien. Mais c'est ce genre de choses auquel il nous a initiés. Et puis, il a expliqué aux enfants, justement, comment fonctionnent justement les hydrophones et en quoi on pourrait avoir une sorte de module sous-marin qui serait à la fois pertinent en glaciologie et en biologie marine. Encore une fois, c'est pareil, au niveau de l'application en Islande, ça va être un petit peu plus limité parce que ce n'est pas géographiquement au même endroit qu'on pourra poser les deux. Néanmoins, on a décidé d'aller au bout de ce projet et on va quand même essayer d'appliquer l'hydrophone dans plusieurs des domaines. Donc, de là, c'est parti cette idée qu'on allait avoir 3 types de modules, un module climat, un module en glaciologie et un module en océanographie et en biologie marine. Et en fait, on a décidé, aussi pour des raisons de financières, de se lancer dans des modules en do-it-yourself pour que ce soit avec des cartes contrôleurs qui sont des cartes contrôleurs utilisées en éducation dès la primaire pour initier des enfants à la robotique. Et donc, en fait, on s'est lancé dans le défi avec mes étudiants à l'UT de réaliser des petits modules qui vont être encapsulés dans des boîtiers étanches pour que chaque ambassadeur puisse, chaque groupe d'explorateurs, chaque groupe de mission d'exploration pourra avoir son jeu de modules étanches et pourra aller faire ses relevés et qui seront mis sur une petite carte SD et qui pourront être aussi envoyés à terme sur une plateforme qui est la plateforme qu'on a commencé à développer avec l'atelier des chercheurs. Donc, la plateforme, l'idée, c'est donc de faciliter la représentation des données qui seront collectées et de comprendre la perception que de cette représentation va dépendre la perception et l'analyse des données recueillies. Alors, c'est un petit peu opportun, cette plateforme, elle est née d'un appel à projet auquel on a répondu, qui était le budget participatif Île-de-France en écologie. On a eu la chance d'arriver grâce à la communauté en 4e position sur 721 projets. Et donc, à partir de là, on s'est lancé dans le développement, il y a presque un mois, dans le développement de la plateforme. Donc, l'idée, c'est par exemple, ça millefeuille, c'est un prototype qui a été fait par l'atelier des chercheurs, qui est spécialisé à la fois en ergonomie et en
en traitement des données et en ergonomie pédagogique à destination des enfants. Donc, ils avaient vraiment la double casquette qui intéressait le projet. Là, par exemple, ça, c'était pour à destination des adultes, mais c'est un petit logiciel qui permet de mettre par couche, en fait, des différents types de données et de les représenter de façon géographique, parce qu'il y a le côté géographique qui va être très important dans l'interprétation des relevés qui va être fait, surtout depuis la contribution de notre géographe qui est absente. C'est ça, elle n'est pas là aujourd'hui. Fanny n'est pas là. Fanny n'est pas là. Donc voilà. Et puis, on a aussi l'idée que dans cette plateforme, il y aura une sorte de carnet. Celui-là, il est un peu compliqué. L'autre sera plus simple, mais l'idée, c'est qu'ils aient une sorte de carnet interactif. Ils auront un carnet de notes papier, surtout s'il y a des problèmes de connexion, etc. Mais l'idée, là, c'est de pouvoir prendre des notes qui sont interactives et qui leur permet aussi de garder une trace s'il y a de la programmation ou s'il y a des simulations, des erreurs qui seront faites, parce que finalement, on part aussi du principe qu'une erreur d'interprétation, c'est aussi une source d'apprentissage et que c'est intéressant de pouvoir analyser les fausses hypothèses ou les fausses routes qui ont pu être faites sur le vif. Et le type d'interactivité auquel on pensait, par exemple, ça pouvait être ce genre de choses. C'est que là, par exemple, de façon dynamique, en modifiant un paramètre, là, c'est la simulation de la fonte des glaciers, on peut voir de façon dynamique, en fonction de l'angle, on peut voir différents types d'avancées et différentes visualisations de données. Donc, celui-là est un peu complexe. Il est peut-être trop complexe pour des enfants de cet âge-là, mais disons que c'est ce genre d'interaction auquel on pense pouvoir leur permettre d'accéder, adapté à leurs besoins. Ok, Kat, merci beaucoup. Kat, je pense qu'il y aura des questions et tu pourras retentir aussi sur cette plateforme numérique qui se veut aussi être un recueil de données sensibles. On verra un petit peu aussi avec Florent et toutes les personnes qui nous font la joie d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible sur une plateforme numérique? Alors, je vais transmettre la parole à Catherine Pandelio. Catherine Pandelio et son association Un monde en moi avec ce jardin sauvage extraordinaire qui, pour moi, incarne un véritable laboratoire dont tous les maires de France devraient largement s'inspirer, tellement il s'y vit des choses extraordinaires. Donc Catherine, tu as quelques minutes pour nous prendre la parole et nous parler dans toi ce que tu vois de Cap au Nord, cette relation que je n'ai pas développée tout à l'heure, mais cette relation au vivant, à l'environnement, à la nature, qui est si chère à Cap au Nord. Tu es avec nous, Catherine? Oui. Bonsoir Coucou. à tous. En effet, je n'ai pas entendu toute la partie exposée par Philippe, donc peut-être qu'il y a des redites qui vont être exprimées. Que vous dire pour moi, Cap au Nord, avec mes meilleurs mots, en fait, ce sont avant tout des rencontres et des relations. Des opportunités de se mêler à d'autres territoires et de se définir et de se redéfinir dans son propre territoire, je dirais géographiquement parlant et poétiquement parlant. Donc c'est une expérience de maillage sur tous les plans et avec cette idée un petit peu d'expérimenter à grande échelle ce que j'essaye aussi d'expérimenter sur mon propre territoire grâce effectivement à un partenariat avec une commune qui s'engage au profit de la connexion à la nature plutôt que voilà, qui fait des choix politiques et qui choisit de confier les finances publiques à construire une oasis de verdure à quelques pas de Reims, ce qui permet à beaucoup d'enfants de vivre des expériences, en tout cas telles que je les propose, de façon très régulière, de telle sorte que ça s'inscrit dans des processus longs de transformation. Voilà, alors Cap au Nord, c'est aussi donc la possibilité de
de stimuler des jeunes de cette commune pour vivre à plus grande échelle l'expérience du vivant. Moi, ce qui m'a intéressée, je ne suis pas du tout scientifique, vous pouvez l'entendre assez facilement dans ma façon de m'exprimer. Pour moi, ce qui me guide et ce qui fait que j'ai rencontré Philippe et que l'expérience de Cap au Nord m'a intéressée, que j'ai eu envie de me mobiliser pour mon territoire, c'était vraiment cette rencontre avec l'autre, proche, lointain, d'explorer un peu de façon plus large cette connexion à la nature et faire en sorte de comprendre que parce qu'on passe par l'expérience sensible, en fait, il n'y a pas de frontière, évidemment, avec toute la dimension scientifique. Et cette absence de frontières-là entre les territoires, entre les disciplines et de l'évasion, en fait, que ça peut nous procurer. Donc effectivement, le territoire de Sillery me permet de vivre une sorte de laboratoire avec des jeunes, des adultes, avec tout un tas de publics différents. Et Cap au Nord, c'est aussi un laboratoire dans le sens où c'est aussi une confrontation, en tout cas, je parle de moi en tant qu'individu, pas forcément des enfants, des jeunes qui sont intégrés, mais c'est aussi l'expérience d'autres pédagogies, enfin, de rencontres avec des pédagogues, des scientifiques, enfin, à la fois des démarches qui sont proches, qui se répondent, qui résonnent et qui sont aussi parfois divergentes sur certains plans. Donc, c'est vraiment un travail de cohabitation, au même titre qu'on essaye de transmettre aux enfants, de cohabiter avec le vivant, et que c'est dans cette acceptation-là qu'on peut vraiment créer cet effet boule de neige, en fait, d'être touché, de pouvoir toucher l'autre, d'être touché, enfin, vraiment cette expérience d'être touché par le vivant est une excellente école pour pouvoir se laisser aussi toucher par l'autre et aller toucher l'autre. Donc pour moi, ça passe vraiment par cette dimension sensible et cette conscience progressive d'une interdépendance finalement entre nous tous, si on veut toucher large, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est ce que tu attendais de moi, Philippe, dans mes paroles, mais c'est ce qui m'est venu. Ma chère Catherine, merci beaucoup. J'attendais rien, j'attendais que tu sois avec nous et que tu dises ce que tu avais dans le cœur et dans l'esprit avec nous. Je peux déjà te dire qu'il y a eu beaucoup de synchronicité entre ta parole et la présentation que j'ai faite sans que tu sois là. Donc nous sommes bien synchrones, c'est formidable et fraternel. Alors, on a sur cette très belle table ronde, avant de vous entendre sur vos retentissements et vos questions, j'espère qu'ils seront retentissements nombreux et questions nombreuses, on a deux magnifiques ambassadrices qui effectivement représentent aujourd'hui le groupe des 14. On va peut-être donner la parole peut-être à Ouna du territoire de Gisors, hein, que tu te présentes Ouna, que tu nous dises un petit peu, toi, avec tes mots, comment tu vis cette aventure depuis maintenant 2 ans, qu'est-ce que tu t'apprêtes à vivre? C'est à toi, Ouna. Bonjour, je m'appelle Ouna, je viens du territoire de Gisors à Jeanne d'Arc et je suis en biologie marine. Moi, l'expédition Cap au Nord, je la vis vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment un projet magnifique et une vraie opportunité. Et moi, quand je serai là-bas en biologie marine, je vais faire des relevés, par exemple de plancton, on va étudier la chaîne alimentaire et plein de choses comme ça. Mais je suis vraiment contente de faire partie du projet. Et Ouna, avant de passer la parole à Ouma, comment tu vis au quotidien le fait de savoir que tu fais partie de cette aventure dans ta famille proche, aussi tes copains, tes copines, comment ça se passe? Comment tu vis les choses? Moi, je vois surtout que à chaque repas de famille, ma famille est vraiment surprise que je puisse faire partie
d'une expédition pareille, d'un projet pareil. Je trouve ça vraiment que c'est un beau projet, on en parle souvent. Et pareil au niveau de mes amis. Bon, très bien. Donc, merci. Ouna, je pense que tu auras des questions de nos invités formidables. Je vois Antonella qui se réjouit déjà d'impatience d'intervenir. Ouma, du territoire de la Drôme, qui est tutorée, entre guillemets, par Isabelle Peloux. Isabelle Peloux, nous la connaissons, hein, qui a fondé l'école du Colibri. Donc, Ouma, à toi, tu te présentes, tu parles un petit peu voilà, euh, de ce que tu as envie de nous partager. C'est à toi, Ouma. Bonjour, je m'appelle Ouma. Par contre, excusez-moi, il y a des problèmes sur mon ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Ok. t'entend bien. Du coup, je suis des territoires de la Drôme, je suis glaciologue. Et du coup, je suis vraiment hyper heureuse de participer à ce projet parce que j'avais vraiment, je me sentais un peu, je ne savais pas comment agir pour le réchauffement climatique. Et du coup, ce projet, il m'a permis de me rendre compte que on peut agir, nous les enfants, même si on n'est pas adulte. Et que voilà. Et du coup, je suis hyper heureuse de participer à ce projet. Et avec ma famille et mes amis, du coup, avec ma famille, un peu comme Ouna, euh, toute ma famille, ils sont enfin, pas impressionnés, mais ils sont hyper heureux. Ils trouvent que c'est un super beau projet, que c'est une super belle expédition. Et avec mes amis, j'essaye aussi un peu d'essayer de les faire agir, de leur montrer qu'elles sont pas, qu'elles peuvent faire quelque chose, même si elles ne sont pas adultes. Ok, merci beaucoup, Ouma. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais redonner la parole à Florent, qui est finalement notre animateur du ciré. Et je pense qu'on a occupé le temps qui nous était accordé. Florent, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Bon, l'idée, c'est effectivement de favoriser ensuite les échanges entre les présents. Donc, Tout à on fait. peut considérer que vous avez rempli votre belle mission, hein, de présenter cette belle mission. Et puis maintenant, l'Agora s'ouvre à ceux d'entre nous qui souhaitent des précisions, des retentissements, etc., etc. Voilà, moi-même, je parlerai très peu, le faisant beaucoup trop d'habitude. Très bien, merci Florent. Puisque tu m'as donné la parole, Philippe, j'ai deux questions. La première, c'est au niveau de l'organisation. Je me souviens, Isabelle et Muriel m'ayant déjà parlé un petit peu des problèmes, enfin de la sélection. Surtout comment s'est organisée la sélection d'abord des écoles et puis des enfants. J'imagine sur une base volontaire, je ne sais pas, c'est à vous de m'expliquer. Ouais. Et puis une autre question, c'est, alors on peut dire que c'est un voyage initiatique. Hein? Tu connais bien ce terme, Philippe. Alors, en quoi, elle est où la place de la ritualisation? D'accord. OK? Alors, moi, ce que je propose, je peux répondre, hein, évidemment, Catherine P ou Catherine V, vous pouvez aussi prendre la parole sans problème. Alors, le mot sélection, c'est un mot qu'on a un peu banni. On le remplace joyeusement par compatibilité. On a vraiment travaillé sur l'évaluation. Hein, on est tous convaincus que l'école aujourd'hui, même l'école du monde, même en Islande, on a été très surpris. Par exemple, on travaille avec l'Islande avec des chercheurs et des gens qui travaillent sur l'organisme de favoriser la connexion des enseignants avec la nature, même en Islande, figurez-vous. Donc la question de réformer l'école n'est pas simplement une question française, je crois que c'est une question globale, c'est une question mondiale. Donc pas de sélection, il n'y a pas de premier, de deuxième, il n'y a pas, non, il y a une histoire de compatibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher les leaders ou les leaders, hein, parce qu'on aurait eu 14 jeunes extraordinaires individuellement, mais ça aurait explosé en 2 jours.
on a été finalement, on a su construire des grilles avec des chercheurs pour essayer finalement d'agréger finalement un petit groupe tout à fait compatible en matière de caractère, en matière de sensibilité. Et on a aussi surtout regardé le pouvoir ou le processus de transformation chez certains enfants. Et je ne vais pas parler d'enfants aujourd'hui, on va parler de jeunes, parce que ce sont des jeunes, ils ont 12 ans. Et ça nous a aussi beaucoup interpellés. Et je vois par exemple sur le territoire de Gisors, quand il a fallu choisir, on avait 118 jeunes quand même, rendez-vous compte. Il a fallu effectivement faire un choix, il a fallu discerner et répondre à chacun avec un courrier. Et un courrier, pas simplement, voilà, t'es pris, super la fête, et t'es pas pris, débrouille-toi, peut-être l'année prochaine. Non, non, on a essayé d'être vraiment bienveillant. Donc, pas du tout de sélection, mais un réel effort à former un groupe en mouvement, en transformation, qui soit vraiment compatible. Et on a fait la même chose aussi pour les adultes qui partent. À savoir qu'on n'a pas pris les meilleurs, ni les meilleurs ou meilleureux, mais on a pris vraiment, on a essayé vraiment d'être dans des humanités vraiment compatibles sur effectivement la période là, de 12 jours. Donc s'il y a un mot sur l'organisation, c'est la compatibilité. Et on pourrait aussi y ajouter le mot de correspondance, de sentir que nous correspondons les uns les autres sur ce même projet. Correspondance intérieure. Donc, correspondance intérieure, c'est voyage initiatique. Alors Catherine P, parce qu'il y a une Catherine V, si tu veux prendre la parole sur voyage initiatique, place de la ritualisation, tu peux le faire si tu as des choses à dire. Sinon, je poursuis, Catherine. Philippe, il y avait également une demande d'intervention de Virginie Bolin qui nous appelle, enfin qui est présente depuis le Canada quand même, ça mérite d'être signalé. Ouais. Oui, très bien, bonjour. Bonjour Virginie. Oui, bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci Florent. Je voudrais, parce que je sais que Ouma va bientôt partir, là, elle a fermé son écran, peut-être qu'elle est déjà partie. Et Ouna, d'abord, je voulais les féliciter d'être intervenue. C'est quand même peut-être intimidant de présenter devant tout le monde. Donc d'abord, félicitations à vous deux. Je suis très fière de vous et merci beaucoup d'être là. Et je voulais vous faire un peu de pouce, et puis là, on en reviendra après pour mes questions. Mais pour vous deux, les filles, vous avez parlé, vous êtes définies comme étant l'une, toi, Ouna, comme une biologiste, et toi, Ouma, comme une glaciologue. Ce sont quand même des termes très forts et qui ont une connotation quand même. J'aurais voulu vous entendre comment est-ce que vous définissiez ce terme, et c'est intéressant que vous vous définissiez prioritairement de cette façon-là. Donc, j'aimerais bien d'abord vous entendre là-dessus. Oh là, on va plus loin. Je peux commencer? Oui, vas-y, Ouma. Moi, si j'ai bien compris votre question, est-ce que c'est un peu qu'est-ce que ça nous représente pour nous, du coup, ce qu'on fait nous? Non, c'est comment ça se fait que tu t'es définie comme étant une biologiste marine? Je sais pas trop comment expliquer ça. C'était un peu au tout début, on avait 4 choix et du coup, on pouvait choisir. Et enfin, au début, on ne pouvait pas choisir. On devait faire une lettre de motivation pour choisir qu'est-ce qu'on voulait faire. Et on avait du coup 3 choix qu'on pouvait faire sur 4. Et après, du coup, ils ont choisi en fonction des groupes et tout. Mais on a presque eu tous celui qu'on voulait faire. Et du coup, après, ça a été réparti en plusieurs groupes. Et il y a certaines expéditions qui vont être menées, par exemple, soit par les biologistes, soit par les glaciologues. Ou voilà. D'accord. Donc, excuse-moi, si j'ai bien compris, en fait, 4 choix dans la présentation, c'était soit glaciologue, soit biologie marine, soit géographe et ainsi de suite. C'était des choses comme ça? Oui. Ok. Et pour toi, Ouma, c'est la même chose? Je pense que je vais pas redire un peu plus que Ona. Elle a dit tout ce que je voulais dire, tout ce qu'il y a à dire, je pense. Excusez-moi, monsieur Nicolas, enfin, monsieur, je fais un peu les échanges aussi parce qu'en fait, je vais me présenter. Alors, moi, je suis
parents d'enfants, j'en ai 4, et dont des enfants qui ont vos âges, les filles, donc je connais bien un peu cette période d'âge, mais aussi je suis chercheur. Au départ, j'étais ingénieur polymériste et je fais un doctorat en éducation relative à l'environnement au Québec, à l'UQAM. Et ce qui m'intéresse beaucoup, justement, c'est un doctorat sur un modèle holistique et qui valorise toutes les dimensions de l'apprenant. Et ce qui m'a surpris dans ce que vous avez dit, les filles, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué ce que je viens de dire pour vous, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement toute la dimension que vous avez et la façon dont vous êtes définie, c'est une dimension très ciblée, alors que vous êtes plus que ça. Vous êtes d'abord des êtres vivants, vous êtes des jeunes filles, vous êtes de la terre, vous êtes avec votre sensibilité. Et tout ce qu'a dit Catherine Pendelio, si je le prononce bien, Pendelio. C'est ça. C'est toute la dimension sensible, alors que vous, dans ce que vous dites, il y a une priorité sur cette dimension scientifique qui est très dominante. Alors, Virginie, voilà. est-ce que je peux me permettre, Virginie? Alors, oui, merci, bien sûr. Merci. Alors, à l'UQAM, vous travaillez avec Lucie Sauvé, Tom Berryman ou pas du tout? Lucie Sauvé. D'accord, ok. Vous la saluerez de ma part. Je la connais bien. Alors, en fait, Virginie, est-ce que la question d'une expédition, vous avez 4 jeunes, est-ce que vous avez vécu une expédition de façon autogérée, en pleine nature? Vous avez déjà vécu quelque chose de cet ordre-là ou pas? Oui, bien sûr, oui. D'accord. Donc, en fait, quand on vit en autonomie quasi complète, en pleine nature, on a besoin aussi, et nos jeunes l'ont bien compris, on a besoin de s'arrimer aussi à finalement un rôle qui ne nous a pas été imposé, mais qu'on a choisi. Hein, et comme Ouna nous l'a dit, il y a eu tout un travail finalement aussi de rencontres, de tutorat avec des chercheurs, océanographes, biologistes, glaciologues, anthropologues. Et on a pris soin d'écouter finalement qu'est-ce que chaque ambassadeur, possiblement partant avec nous, portait le plus à cœur finalement dans le déroulé finalement de cette expédition. On sait très bien qu'on va faire face à des choses imprévues, notamment une météo capricieuse en Islande. Et je peux vous le dire, quand vous avez finalement, non pas de façon conditionnée, mais lorsque vous avez un rôle et qui neige, qui vente et qui grêle, vous y tenez à ce rôle. On n'est pas très loin de la pédagogie scout. Et je tiens à dire que en glaciologie, par exemple, ou en biologie, ou en anthropologie, la dimension sensible, même si je dis je suis biologiste, ça peut paraître réducteur, mais ça va demander beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute sensible au sens de René Barbier, et donc d'une expertise. Si vous voulez, ces expertises-là, on va les additionner pour être à même de dire, voyez, tous ensemble, en respectant votre ADN, ce que vous vouliez vraiment faire, eh bien, on arrive à quelque chose. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas, en tant que pédagogue, je pense, demander à nos jeunes, finalement, d'être à la fois glaciologue, anthropologue, biologiste. Non, c'est pas possible. Parce que, si vous voulez, le défi est trop important. Par contre, d'oser imaginer que la vocation à se sentir être de la Terre, se sentir faire partie du vivant, eh bien, ce type de pédagogie avec au cœur une expédition peut favoriser cet éveil finalement de dire mais moi, mon orientation globale, j'ai envie là sur 5 ou 10 ans de l'orienter dans le sens de ça. J'ai vécu des éconnaissances ou des connexions telles qu'aujourd'hui je suis finalement gardien ou gardienne de la Terre. C'est un processus en fait, Virginie. Tout à fait, mais en fait, ce que je voulais souligner là, c'est que, et c'était vraiment un message que j'adressais à Ouma et Ona, c'est vraiment qu'avant tout d'être quand même cartographique, biologiste ou je ne sais quoi, on est d'abord des filles avec une sensibilité, des jeunes avec une sensibilité, et on y va pour aussi être ambassadrice et vivre quelque chose. Ce qu'elles vont d'abord vivre, c'est une expérience, et ça, je suis tout à fait dans le paradigme de Catherine. C'est vraiment vivre une expérience. Alors, je suis contente d'avoir entendu Catherine parce que dans le diaporama que vous avez donné, votre présentation au début était absolument, votre discours était tout à fait transdisciplinaire, mais dans ce qui a été exposé par la suite, c'était vraiment une très grande dominante scientifique et le terme de transdisciplinarité m'interpellait beaucoup de la façon dont il était utilisé dans vos diaporamas. Ce sont plutôt des approches multiples, mais la véritable transdisciplinarité, elle n'était pas vraiment, elle transparaissait pas dans le diaporama. Alors, je vous en donne une réponse. Ce diaporama, c'est le diaporama qui a servi, donc vous avez un œil très lucide,
et c'est d'une qualité. Il a servi de trame, de point d'appui au Forum national des sciences à la Sorbonne en mars dernier. Et nous devions proposer quelque chose là, et on n'a pas pu, à un mois du départ, avec tout ce qu'on a à faire. Et donc, le point d'appui, c'était ce PowerPoint qui a été coécrit par Catherine Villeray et moi-même. Donc, c'est pour ça que dans, finalement, ce que vous avez pu voir, oui, il y a une dimension scientifique qui correspondait finalement à l'appel d'offres du Forum national des sciences à la Sorbonne, et qui a été d'ailleurs conférence et PowerPoint qui a été plébiscité par tous ceux qui nous ont écoutés. Mais voilà. Alors peut-être on va revenir sur la question du voyage initiatique posée par Antonella et la place de la ritualisation. Catherine, est-ce que tu es toujours là ou... Oui, je suis toujours là. Est-ce que tu peux nous dire des petites choses là-dessus ou... Je peux dire des petites choses, mais je pense que ça va résonner aussi avec le questionnement de Virginie, parce que moi, je voulais quand même ajouter que voilà, tout ça est un exposé, en effet, mais que les conditions depuis presque 2 ans ont été extrêmement complexes. Très lourde. Et c'est-à-dire qu'au départ, que ce soit dans la rencontre, dans les différentes expériences qui ont été proposées aux jeunes, il n'était pas du tout question de se définir tout de suite comme étant glaciologue, etc. On n'en a pas parlé. Il y a eu plusieurs mois. C'était vraiment tout un processus. Et au départ, il y avait des week-ends de rencontres, à la fois pour se mesurer à soi-même, rencontrer l'autre, expérimenter des nuits dehors, etc. Ce qui fait qu'aussi cette sélection, entre guillemets, s'est faite de façon relativement naturelle, parce que pour certains enfants, c'était devenu assez évident que quand à Sillery, on a accueilli 45 jeunes. Vous avez vu des toiles de tente beige, c'était à Sillery, c'était en mois de décembre. Donc en fait, ils dormaient sous tente au mois de décembre, donc on était tout de suite dans des conditions très fraîches. Et pour certains enfants, ça a été une révélation de se dire, bon ben voilà, les conditions physiques, simplement météorologiques, font que moi je sens que je ne vais pas tenir. Donc en fait, de moi-même, je dis, je peux être ambassadeur, mais je vais l'être d'une autre manière que d'être participant à l'expédition. Donc ça, c'est une chose. Et puis, ceux qui se sont sentis suffisamment motivés sur différents plans, avec l'endurance nécessaire, etc., se sont petit à petit définis effectivement dans des rôles. Ce qui nous a manqué, à mon sens, c'est à partir du moment où nous nous sommes retrouvés en période de confinement et à chaque fois avec la volonté de réorganiser d'autres week-ends, etc., il y a eu un ralentissement de toute cette dimension humaine. C'est-à-dire qu'on a continué à échanger beaucoup en visio, mais ça ne remplace absolument pas l'expérience. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Ce qui fait que je pense que c'était une façon, et c'est aussi la personnalité de ceux qui se sont peut-être beaucoup engagés dans cette période. Moi, par exemple, faire beaucoup de visio, ça m'est difficile. Ça n'est pas mon ADN. Donc, par exemple, ce que je pouvais insuffler, peut-être, je veux dire, on fait un peu notre autocritique aussi, ça a pris certaines dimensions, certaines couleurs en fonction de ceux aussi qui étaient là, dans un contexte très spécifique. L'aspect ritualisation, malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas totalement mis en place à cause de ce contexte. Et je crois que ce qui va se révéler pendant l'expédition, qui se révèle par exemple en ce moment, hier j'étais avec Ouma et les 2 autres jeunes, parce qu'avec eux, le week-end prochain, ils vont exposer à toute l'équipe ce que c'est que de passer une nuit dehors. Donc ils en ont fait l'expérience, on essaye de les amener à raconter et de mettre en témoignage auprès des autres pour leur donner des pistes et stimuler leur curiosité et leur envie de faire ça et dépasser leur peur. Quand on travaille là-dessus, ils ont eu l'expérience localement d'une nuit dehors, mais ils l'ont fait à 3, 4. En fait, c'est-à-dire que la globalisation, pour moi, de ces rituels, pour l'instant, elle a pu se faire au début, elle a été interrompue, elle va se révéler à nouveau à travers l'expédition,
et à travers toute autre rencontre. Il y a d'autres formes de rituels, mais peut-être pas ceux au sens où, en tout cas, Antonella l'exprimait, je suppose, pour moi. Antonella? Ben, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense qu'il y a plein d'autres questions, mais je connais aussi tout le travail de Philippe sur la pédagogie initiatique, et comment la nature et le contact avec la nature est initiatique en soi, éducatif en soi, vraiment dans le sens de l'éducation le plus profond en tant qu'évolution de l'être. Vraiment, là, il s'agit vraiment de la question de l'être. Et je crois que vous allez les vivre et la seule façon, c'est de vivre ça. Et puis, vous allez, j'imagine, aussi trouver des moments de ritualisation parce que j'ai confiance en ça, dans toute l'expérience que vous avez déjà et parce que je pense que c'est très important de ritualiser, ne serait-ce que vraiment le passage aussi, voilà, faire passer une nuit dehors. Il faut vraiment marquer le moment et ça, je m'adresse à des pédagogues, là, vous savez mieux que moi. Donc, Oui, alors Ouma, merci Antonella. Ouma? Oui, bonjour. J'en profite juste pour poser une question à Sylvie Nicolas. Du coup, avec Marceau et Marco, on a fait une nuit dehors dans un lieu absolument magnifique. Et du coup, ce lieu, je crois que c'était là-bas qu'on devait faire notre week-end en Drôme de C'est ça. Cap-Nord. Et avec Marceau et Muriel, on s'était dit que ce serait vraiment super chouette, parce que le lieu est vraiment trop magnifique, de pouvoir un moment aller avec tous les ambassadeurs là-bas. Donc on s'est dit que ce serait pas possible avant l'expédition, mais on se demandait si ce serait possible après l'expédition pour pour se revoir, voilà, parce que le lieu est vraiment magnifique et je trouve que ce serait une trop bonne expérience d'y aller là-bas avec tous les ambassadeurs. Et donc je voulais vous demander si c'était possible, si c'était envisageable. Alors, bien sûr, d'autant que Muriel m'a partagé la semaine dernière les photos que j'ai, là, magnifiques. Donc, ton idée est excellente. Nous révèle une vraie sensibilité terrienne qui dépasse largement, si tu veux, le cadre de tes recherches scientifiques. Bien évidemment, oui, le lieu s'appelle la Comtesse, Ouma, Ouais. et on va effectivement. Je pense que l'idée de se retrouver après l'expédition à un moment donné à la Comtesse me paraît évidemment excellente. Voilà, Florent, on te redonne la main pour d'autres retentissements, d'autres questions, évidemment. Ah, tu sais, moi, je suis pour l'autonomie anarchiste, donc ceux qui Très veulent bien. parler prennent la parole. Ok. Coucou, mademoiselle. Je crois que ça l'intéressera beaucoup de pouvoir venir vous accompagner dès qu'elle aura l'âge, quand on aura Oui. fini le CP. Philippe, j'aimerais beaucoup retentir, si c'est possible. J'ai pensé en écoutant Virginie à Frankenstein pédagogue. Je suis aussi à Montréal. J'ai travaillé avec Laval, Thomas de Coninck. Et je D'accord. n'ai pas pu m'empêcher de penser à Frankenstein pédagogue, un petit livre qui parle de la volonté démiurgique du contrôle. Et c'est évident que j'ai pensé à un autre livre, La carte et le territoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va se rendre sur place, et l'Islande, c'est très beau, ce qui va nous toucher, c'est la beauté. Et vous avez dit magnifique, elle a dit c'était magnifique, est-ce que je peux, et est-ce qu'on peut retourner? Et je pense que ritualiser, ça se fait tout seul, ça se fait quand on a ce contact avec la beauté et qu'on accède à un silence. Et je pense qu'on est des êtres qui pouvons encourager aussi le silence devant un beau paysage et la contemplation. Je suis sûre que ça a une résonance pour vous. Et c'est là que peut-être on a une chance d'échapper à Frankenstein pédagogue et à cette volonté démiurgique de contrôler tous les paramètres d'une expédition qui forcément vont foirer. Je veux dire, il va certainement y avoir des dérapages, il va certainement y avoir des moments de déception, des moments de crise, des moments de conflit. Et c'est là que ça va devenir passionnant.
parce que c'est là que la beauté, que le silence, que la contemplation vont permettre de sortir d'un peu du cadre de tout ce qu'on avait prévu pour entrer en contact avec, bon, ben, comment on va faire, comment on va résoudre, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et vraiment être humain, s'humaniser dans notre inventivité et dans nos relations in vivo et non pas in vitro du projet. Je sais qu'on est obligé de faire des projets, de tout prévoir, mais en même temps, ça nous met dans des cages conceptuelles et c'est là qu'on est dans le paradoxe en fait de la pédagogie et qu'on a toujours des difficultés parce que entre la carte et le territoire, il y a un hiatus qu'on ne remplira qu'en y allant et qu'en faisant le saut. J'étais très sensible à ce qu'a dit Antonella. Oui, d'accord, la compatibilité, mais quand même, ça m'inquiète. Je pense que la sélection est là dans ce qu'on entend. Et oui, compatibilité, mais qu'est-ce que ça veut dire compatibilité et pas leader en fait, on a très peu de temps, donc peut-être c'est important en voyant la beauté de ce projet, la force de ce projet, de le rendre accessible à une plus grande population, soit nationale, soit internationale. En Islande, vous allez rencontrer des problèmes météorologiques, vous allez rencontrer des volcans, vous allez rencontrer de l'eau chaude, des tas de choses qui n'ont rien à voir avec la glaciation. Et ça va être très, très intéressant. Et je me dis, la dernière question, Florence, c'est quand est-ce qu'on part? Quand est-ce que le CIRET, le groupe des chercheurs, on se met nous en situation et puis on va vivre un voyage initiatique parce que ce serait vraiment une façon peut-être de mieux nous mettre en diapason de façon transdisciplinaire. Parce que même si on essaye, on est sans cesse à échouer et l'échec fait partie beaucoup, vous savez, de nos réunions, on est sans cesse à se confronter à nos limites et voilà. Donc, Frankenstein, pédagogue de Philippe Mérieux, à l'ordre du jour. Merci. Merci Mariana. Le lien avec l'Université Laval, déjà, à titre personnel, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai terminé ma formation là-bas. Oui, la place de la contemplation, du silence, en matière de ritualisation sur la journée entre guillemets type, il y aura effectivement des temps, effectivement de retour vers soi, ce fameux sit point que les jeunes vont identifier de façon personnelle pour effectivement essayer de vivre. Voilà, je parlais de ce concept cher à Dominique Cotreau des connaissances. Mais je crois effectivement qu'on a besoin, et je pense que le pédagogue aujourd'hui est celui qui pressent que l'expérience se fait effectivement face à la beauté et au silence. Et que émerge là quelque chose d'une forme de soi, d'une parole de soi. Et il me semble, et j'insiste sur le terme de compatibilité, pour moi, dans un instant T, il peut y avoir compatibilité, et parfois il n'y en a pas. On a dû, sur les 118 jeunes, conduire des jeunes qui auraient mis certainement en difficulté le groupe dans cette dynamique. On le voit dans la dynamique d'un couple, il peut y avoir compatibilité ou pas compatibilité. Et on le sait très bien, on a tous vécu des déboires, des échecs, des traversées du désert, ou alors il y avait une compatibilité extraordinaire et ça a été bien. Mais vous faites bien, Mariana, de pointer, je crois, cette ambition de la beauté. Et il y a quelques jours, je recevais un message de 3 jeunes qui vont venir en voilier et qui font finalement de leur force de frappe la beauté et qui viennent tourner un film en Islande juste sur la question de la beauté en éducation. Et ils nous ont demandé de nous connecter, de se connecter au projet. C'est Jade, Camille et Solal qui partent avec 3 scientifiques sur un voilier et qui veulent effectivement, qui ont cette ambition de nous rejoindre et peut-être de mutualiser des choses. Donc c'est-à-dire que moi je suis aussi le témoin des synchronicités incroyables dans ce projet. On a besoin de quelque chose, on a l'humilité de demander, les choses arrivent.
c'est un peu magique. C'est un peu magique. C'est comme si, je crois, que nous étions inscrits, pour certains d'entre nous, vraiment dans la vie, et que d'une certaine manière, la vie prenait soin de nous et autorisait grandement cette aventure. Avec, je vous l'accorde, Mariana, il va y avoir des hicks. On va être sur le terrain, ça va être le moment de l'exploration, glaciologie. Peut-être qu'on ne pourra pas partir parce qu'il va neiger abondamment. Peut-être que l'exploration de l'océanographie, on ne pourra pas prendre le bateau parce que la mer sera déchaînée. Oui, et c'est là où on va voir comment on réagit, comment on s'adapte. Donc on va trouver notre place dans du vivant, dans un ordre mobile. Et je pensais en vous écoutant à La caresse de l'univers de Paul Taylor. Ah oui, je connais très bien Paul Taylor, oui, très bien, voilà. Parce qu'il a écrit sur Freire, je suis née au Brésil, Paulo Freire. Ah, d'accord, ok, oui. Très bien. Oui, parfait. Et justement, parfait. La beauté, ça m'a été donné par Thomas de Coninck, c'est lui qui m'a orientée à Laval. Et il a toute une réflexion sur la beauté. Il m'a dit, Mariana, comme la vie est belle, finalement, la nature est belle, parce que j'arrivais des favelas, j'étais un peu prise par la mégalopole de São Paulo et ses difficultés. Et il me dit, mais la beauté. Parce qu'on a tendance des fois à baisser les bras devant toutes les difficultés qu'on a à faire face. Ça c'est OK, et puis sur la compatibilité, c'est sûr que je voudrais lire quelque chose. Est-ce que vous avez une référence, une bibliographie Alors, moi, quand j'aurai un petit peu de temps, je vous enverrai des choses propres à Cap au Nord. On est en train d'écrire quelque chose sur la manière dont on a pensé ce cadre opératoire pour choisir et non pas sélectionner. Vraiment, je tiens à vous le dire avec beaucoup de fraternité, Mariana, c'est un mot que j'ai banni de ma pratique enseignante et pédagogue. Je ne sélectionne pas. Vraiment, je fais en sorte de ne pas sélectionner. Je préfère le mot de nommer, je préfère de déclarer, comme dit René Char, je déclare ton nom, je te nomme. Aujourd'hui, tu ne peux pas partir avec tout, mais je nomme un potentiel, mais là, tu ne peux pas partir. Mais il n'y a pas de sélection. C'est pas Roland Garros, Cap au Nord. C'est pas Roland Garros. En tout cas, merci beaucoup, Mariana. Je vous en prie. De votre intervention. Virginie souhaitait prendre la parole. On se donne encore 5 minutes. Donc, dès que Virginie aura terminé une intervention courte, en priorité, ceux qui ne se sont pas encore exprimés et qui le souhaiteraient, on leur donnera la parole. Virginie, alors, juste avant que Virginie intervienne, j'aimerais bien que Catherine Villeray, Catherine, si tu es encore là, je ne vois pas tout sur l'écran, j'aimerais que tu puisses parler de ces données sensibles qui vont être collectées aussi sur la plateforme numérique. Virginie, c'est à vous. Finalement, Catherine n'intervient pas? Elle va intervenir. Moi, je suis en voiture. Donc je ne sais pas s'il faut que je m'arrête. Il faut me le dire un petit peu le temps que je m'arrête, quoi. Voilà. Oui, on te prend dans 2-3 minutes. Ok, ça marche. Adaptabilité magnifique, on le voit en direct. Virginie, c'est à vous. Fiv, je vous félicite parce que c'est vrai que c'est très très complexe et déchirant de devoir constituer un groupe de jeunes. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Et cette notion de compatibilité, elle est fondamentale pour la réussite d'une expédition. Vous l'avez tellement bien dit avec cette notion de couple. Des fois, ça marche ou ça ne marche pas. Donc, c'est un gros enjeu et c'est quelque chose qui pèse sur les épaules de personnes qui organisent des expéditions pareilles. Donc, toutes mes félicitations de porter ça. C'est quand même très, très, très fort et c'est un très courageux. Puis vous avez bien dit, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toute la dimension holistique et la dimension de cette connexion au milieu. Donc, et comme l'a tellement bien dit aussi Mariana, ces temps de silence, ces temps pour se retrouver soi-même, à soi, et puis permettre cette reliance. Moi, j'aime beaucoup le terme reliance parce que c'est plus que relier. C'est comme si c'était une prise électrique qu'on branche, on la reliait, mais c'est plus que ça. Il y a le courant qui passe, il y a quelque chose qui passe. Donc, c'est l'action d'être relié avec ce milieu de vie. Vous voyez, Virginie, dans ce que vous dites, dans la dynamique, dans la vision du projet, je fais très bref, vous avez un noyau qui est le camp de base, qui va être le lieu où on va vivre des choses en matière de chant, de veillée, de repas. Les uns et les autres vont préparer, j'ai l'ambition que ce soit très fraternel. Et à un moment donné, écoutez bien, en constellation, des jeunes partent
3 jours sur un glacier, 3 jours en bateau, 3 jours en kayak. Là, le face à la mer, le face au glacier, seul, avec 2-3 copains, la tente, la nuit, 3 nuits comme ça. Je peux vous dire que la question finalement de l'expérience, de l'expérientiel, de vivre les choses de l'intérieur, d'être à nouveau confronté à des peurs souterraines et d'avoir des adultes qui vont nous aider à traverser ces peurs pour libérer cette énergie terrienne. Non mais c'est une aventure énorme. Ah, ils sont privilégiés, ça on peut le dire. Hein. Quelle chance ils ont, mon Dieu, c'est extraordinaire. Et je dois vous dire qu'on a 2 cinéastes magnifiques. C'est Solène Desbois et Geronimo, et c'est pas un surnom, il s'appelle vraiment Geronimo. Il est plongeur, il est extraordinaire. Ils sont tout à fait dans l'âme du projet. C'est comme s'il y avait une synchronicité dans les personnes. Moi, j'ai donné énormément tous les week-ends, mais là, je peux vous dire, là, devant vous, je suis traversé par voilà, je sais que cette énergie que j'ai n'est pas la mienne, je suis traversé par cette énergie. Et j'aime beaucoup ce concept de reliance dont vous parlez, évidemment. Donc les moments où nos jeunes vont être face à eux-mêmes, face à la solidarité d'une main tendue. Je me rappelle d'un jeune sur une expédition par -15, il tombe dans la neige et il y a un copain, il lui tend la main devant moi et il me dit « Mais je me souviendrai toujours de cette main tendue ». Mais mon Dieu, quelle expérience fondamentale! Cette main tendue, est-ce que c'est pas nous aujourd'hui en tant qu'être humain? Est-ce qu'on n'a pas cet ADN de tendre la main? Eh bien, il y aura plein de mains tendues. Et nos jeunes, vous avez vu ces 2 jeunes filles qui sont magnifiques. Les 12 autres sont tout aussi magnifiques. Ils sont tout aussi magnifiques et c'est le fruit, comme l'a très bien partagé Catherine, le fruit d'un accompagnement, d'un processus. On a gardé le cap au cœur de la pandémie avec des modules, avec des chercheurs magnifiques qui ont vulgarisé leurs travaux. On leur a demandé de dormir sur leur balcon, dans leur jardin, en plein confinement. On a essayé au maximum de les accompagner. Et puis voilà, on a Ouma qui nous propose à la Comtesse après, donc on ira à la Comtesse. Donc... Moi j'avais une question, Philippe, c'était justement comment est-ce que vous leur donnez la possibilité d'exprimer ensuite justement le résultat de cette reliance comment est-ce que vous leur offrez quels vont être les médiums d'expression? Alors, on a Fanny qui, malheureusement, ce matin, Fanny, j'aurais beaucoup aimé qu'elle intervienne. Fanny Rubia, qui est une géographe et qui est rentrée d'une expédition formidable dans les îles et qui croise les données sensibles, très humaines, très anthropologiques ou ethnologiques avec des données scientifiques. Et c'est elle qui va avoir finalement toute cette maïeutique avec nos jeunes. C'est vraiment une personne remarquable, c'est une jeune femme vraiment remarquable. Anne-Sophie Decherf aussi, on a une très très belle équipe, on est avant tout très très humain et on a pris la décision d'écrire, de proposer un manuel d'expédition. Donc si ça vous intéresse Virginie, on va vous le communiquer et vous verrez que le manuel, il y a évidemment le format d'expédition, il y a les missions. Ils vont s'imprégner de tout ça et puis toute la part vierge du manuel, c'est à eux. En matière d'aquarelle, de poésie, on insère des enveloppes, des pochettes plastiques. Ils vont pouvoir collecter énormément de choses. Et si vous voulez, le film réalisé par Solène se veut aller chercher justement les processus de transformation et ce qui se passe quand on devient terrien en fait ou terrienne. Donc là aussi, le synopsis, si ça vous intéresse, je pourrais vous partager tout ça. Voilà. Et puis, vous l'avez compris, avant que Catherine prenne la parole, nous, on ne va pas en rester là. Mercredi, on a une réunion importante avec Catherine Villeray où très probablement on va reconduire expérience similaire l'année prochaine. On a envie finalement que cette expérience, eh bien, elle puisse servir d'inspiration à des enseignants, des jeunes enseignants, enseignantes que je rencontre, que j'accueille toujours généreusement dans la classe et qui parfois m'émerveillent, qui ont compris en 3-4 jours énormément de choses et qui dupliquent des choses. Ils font pas du Philippe Nicolas, mais ils ont trouvé l'énergie. Il y a eu une impulsion intérieure. Ils font des choses extraordinaires. Alors là, je vous inviterai à inviter donc des jeunes du Québec à se joindre à votre prochaine expédition. Mais on peut se tendre la main en matière de main tendue, Virginie, et vous pouvez jouer l'ambassadrice pour jouer finalement qu'une école, que des jeunes de Québec
puisse partir, on en reparlera. Volontiers. Est-ce que Catherine est avec nous? Vous avez des grandes mains parce que l'Atlantique est grande, mais la force de l'amitié nous fera traverser tous les océans. On approche vraiment de la fin, on a dépassé la fin, c'est le moment des mots conclusifs. Alors, si Catherine Villeray veut dire quelque chose pour nous amener à la fin de cette rencontre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous parler de conclusion. Je suis désolée, je ne mets pas l'image parce que bon, dans la voiture, vas-y, Kat, pas de problème. Je ne sais pas, c'est beaucoup de responsabilités la conclusion. Moi, j'essaye juste modestement d'être dans la facilitation parce que c'est ce qu'on défend dans les Fab Labs. C'est l'apprentissage par le faire. Et c'est en ça que ça rejoint en fait. Il y a beaucoup de perméabilité avec les principes qui sont appliqués dans la classe de Philippe Nicolas et ce qu'il fait dans ses expéditions. Et en plus de ça, c'est vrai que Younes et moi et mon collègue et moi, on est très sensibles, et c'est ce qu'on essaye aussi de véhiculer dans les Fab Labs, à tout ce qui est, on est attentif à tout ce qui est compatible avec l'environnement, au recyclage, la réparabilité. L'open source, c'est aussi une façon de donner la possibilité, laisser ouvert, faire intervenir dans la collaboration et la contribution tout à chacun dans l'environnement qui est le sien aussi, qu'il soit numérique ou qu'il soit artisanal ou qu'il soit environnemental. Et donc, du coup, c'est voilà, ce qu'on essaie de faire dans les Fab Labs, c'est ça. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de donner plus de place à la volonté et à la vision des enfants, à leur imaginaire, à leur réflexion, à leur capacité de voir le monde différemment d'une autre, différemment de nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu le monde de cette façon-là à un moment donné, mais on l'a peut-être oublié. Moi, j'essaie de ne pas trop l'oublier, mais je pense qu'avec l'âge, je finis par l'oublier quand même. Et ce que j'aime, c'est que les enfants, en fait, renouvellent constamment cette vision-là, nous rappellent, nous remettent les pieds sur terre par rapport à ça. Et je pense qu'on a devoir, justement, comme c'est pour eux le monde qui vient, on a devoir de leur donner la parole plutôt que et de leur donner des moyens d'action, de les aider, de les faciliter dans ces moyens d'action et de compréhension. Et donc, c'est à mon avis les deux, le changement, le monde de demain changer, ça veut dire comprendre le monde dans lequel ils sont pour pouvoir agir dessus. C'est aussi agir contre les fake news, c'est pouvoir avoir cet esprit scientifique et cette compréhension des données. C'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée de plateforme de visualisation de données, de compréhension des données, parce que c'est un des gros enjeux du XXIe siècle et que beaucoup de décisions politiques, industrielles, à tous les niveaux, en fait, se décident à partir de ces données-là, et que c'est important de pouvoir de rétablir les arguments et trouver des solutions, y compris artistiques, d'installation, de choses comme ça. En fait, on peut se les approprier, ces données, et elles appartiennent à tous. Donc voilà, c'est un commun, en fait. C'est redonner du commun et donner un peu plus de commandes aux enfants par rapport à ça, dans l'apprentissage. Merci, Catherine. Merci à tous. Catherine, j'ai envie de vous prendre au mot et de donner le vrai mot de la fin à Ouna. Vous avez dit « donnons la parole aux jeunes ». Donc, Ouna, si vous voulez bien, je vous laisserai finir officiellement cette rencontre. Et avant de vous la donner, je remercie vraiment Philippe, toutes ses équipes, tous les présents de ce soir. Tout le monde n'a pas pu s'exprimer peut-être comme il le voudrait, mais nous avons tes coordonnées, Philippe, et nous pourrons continuer si nous souhaitons poursuivre. Ouna, on vous écoute? Donc déjà, merci à tous. Cette visio, elle était vraiment très intéressante. J'étais contente de pouvoir partager des idées avec vous et de pouvoir avoir été en contact avec vous. J'espère vraiment qu'on pourra avoir des visios comme ça. Vraiment très bien. Je ne sais pas trop quoi dire. En tout cas, je vous souhaite vraiment, en plus, c'est bientôt les grandes vacances, je vous souhaite vraiment de bonnes grandes vacances et que vous alliez bien. Merci, c'est une très belle conclusion. Allons tous bien et restons en contact. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Ouna. À bientôt, Philippe. À bientôt. À bientôt, Catherine. À bientôt, Antonella.
Salut, merci Florent. Merci. Ciao. Ciao, ciao.